Oh my darling, I love you. And I always will. Boulevard du cinéma, 10e. Hop. Bonjour, bienvenue dans le numéro 10 de Boulevard du cinéma. Aujourd'hui, nous tournons à la boutique Metaluna Store, donc qui est ouverte depuis quelques jours. Et aujourd'hui, nous sommes avec Christian, Bonjour. Louis, Daniel Bouteiller, Bonjour. Patrick, Salut à Bruno, tous. Damien et un invité spécial, un invité de marque, qui est d'ailleurs un des fondateurs de la boutique, on peut Marc le m'a dire, invité. Jean-Pierre Peters. Alors j'aimerais savoir quelque chose. Pourquoi vous êtes si nombreux et moi je suis tout seul? Que dire Alors est-ce que j'ai un avocat de la défense? Ah, unique, d'accord. Est-ce qu'on peut encore te présenter? Bon, il y en a sûrement qui ne me connaissent pas, un ou deux. Pas Oui, ce nom-là en tout cas. présent. Ah, sauf si tu dis que je suis une légende vivante, ça, je ne supporte pas. Mais rassurez-vous, de toute façon ça va bientôt s'arrêter. Non, le créateur de Mad Movies, bon, ça suffit. Bah, Jean-Pierre c'est- Peters tout court, c'est ça, déjà à pas la mal. limite, ça suffit. Ça suffit maintenant. Mais j'ai rien dit, moi. On peut dire aussi que tu es un peu notre père spirituel à nous tous, je peux le dire. Non, Non. parce que Spirituel. j'ai jamais fait de paternaliste. D'accord. De paternalisme. Tous les gens que j'ai rencontrés, j'avais le même âge qu'eux, même quand ils avaient 18 ans, toi, dans mon esprit, Ouais, évidemment. d'accord. Surtout quand t'avais 18 ans. Oui, quand je t'ai rencontré, tu veux dire. Ça fait 40 ans que je le connais, le bonhomme. Comment t'es venu le virus du cinéma? Comment tu es tombé dedans? Alors, je suis tombé dedans, mais ça porte bonheur. Je suis tombé dedans parce que ma vie était un peu triste et je m'échappais au cinéma. Et je me suis aperçu que peu à peu, ça devenait un substitut de ma vie à moi. C'est-à-dire que la vraie vie était au cinéma. Et quand j'étais dans la vraie vie, bah, j'attendais d'aller au cinéma. Voilà. C'était tellement important. Il faut dire aussi que j'avais pas de père, j'avais pas de mère, pas de frère, pas de sœur, rien du tout. J'ai commencé à l'assistance publique, je suis directement passé chez les frères après. Donc j'ai un lourd bagage. Ah oui, effectivement. Oui, Pas lourd, c'est. pesant, C'est. lourd. Et donc tu as connu toute l'époque des salles de quartier, les petits Les cinémas. salles dans mon quartier, oui, j'en ai connu énormément. Elles étaient un peu sales, c'est dommage, mais disons que j'habitais à Montparnasse et il y avait une dizaine de salles aux alentours. Le Texas, le Splendid Gaîté, le Gaîté Palace, le Miramar. Et j'allais presque tous les soirs au cinéma. Et 3 à 4 fois le dimanche. Donc je faisais une dizaine de films par jour, à une époque où évidemment on n'en voyait pas trop à la télé, et on n'en voyait pas du tout en DVD. Mon premier choc cinématographique, je crois que c'est... attends, il y a eu l'Oasis des Ténèbres, ça m'a beaucoup marqué. J'ai Des essayé de voir tempêtes. quand j'étais... L'Oasis des Tempêtes, oui. Ah, des pardon. tempêtes. ah Non, oui. parce que je pensais à un autre titre avec Ténèbres. Il y a eu également le chien des Baskerville qui m'a beaucoup marqué. J'avais tellement peur de regarder le chien, je n'osais pas. J'avais 10 ans, quelque chose comme ça. J'osais pas, de Fischer, mais je n'osais pas regarder le Pas chien. interdit au moins de... Ça me faisait trop peur. Ah bah alors, À l'époque. non mais j'avais des astuces pour rentrer, tu penses. Ah oui. On rentrait à 2, on ouvrait les portes aux autres, tu vois, Ah, et d'accord. on partageait le prix du billet en 8. Ah oui. Si, c'est vrai. Qui n'a pas fait ça? Et alors, pour partir, parce que j'étais à un moment élevé par une grand-mère qui me tenait serré, qui me planquait mes chaussures, et pour m'échapper, donc je me faisais des chaussures avec une semelle, une paire de gants, ça me faisait des espèces de petites tatanes, et je longeais les toits, c'est-à-dire à un moment je me tenais à rien, du 6e étage pour rejoindre la fenêtre de l'étage, tu vois. Je risquais ma vie à chaque film. Enfin, Ah oui. quand c'était le soir.
Elle était ouvreuse de théâtre à Mogador. Et donc, dès qu'elle partait, moi je partais au cinéma. D'accord, c'était vraiment ton... C'est te dire tellement j'étais passionné, oui. Fou. Alors, Mad Movies, finalement, ça a commencé comme un fanzine. Ah oui, et que, un fanzine, oui. Je dirais 120 exemplaires quand même. Hein. Le premier numéro. Oui, le premier numéro. 250 dès le deuxième, tu vois, un petit peu la montée. Et puis 500, 600, je tirais ça en Ronéo. Et puis quand j'en suis arrivé au numéro 10, la Ronéo a rendu l'âme, 600 exemplaires, un stencil. Tu penses bien, ça tenait pas le coup. Donc je me suis mis en photocopiable en offset, et puis on est monté tranquillement, jusqu'à un certain numéro 20 que j'ai réédité, et qui s'est vendu à 4000 exemplaires, avec pour la première fois dans un fanzine, de la photo couleur. Ah oui. Ça c'était balèze, parce que je vous parle de ça. Vous n'étiez pas né, jeune freluquet. Et en plus, c'était l'époque où tu cumulais 3 métiers en même temps. Je vous en prie, soyez poli. Oui, parce que j'étais pâtissier aussi. Oui, le matin. Le matin, et puis j'étais libraire l'après-midi. Je tirais des photos dans mon petit local que je vendais, et je tenais également un catalogue de vente par correspondance. Donc je travaillais de 17 à 18 heures par jour, en faisant une courte sieste et en faisant une courte nuit. Donc j'avais 2 jours en un, en fait. C'est-à-dire une semaine, pour moi, c'était 14 jours. Et mes jours de congé, c'était le mardi, parce que je n'ouvrais pas la pâtisserie, et le lundi, parce que je n'ouvrais pas les librairies. Parce que la librairie, donc je travaillais tous les jours. La fameuse que l'après-midi. Movies 2000. Movies 2000 au 49 rue de la Choucault, avec un D. Finalement, la pâtisserie, t'as arrêté quand? La pâtisserie, j'ai arrêté quand j'ai fait le numéro 20 de Mad Movies, donc en 1980, à peu près, 81. Celui en couleur? Oui, en couleur de mouche. Non, je sais pas. Et également quand les services d'inspection sanitaire, je crois, ont débarqué, non? Oh, attends-toi, je connais tout ton passé. Alors fais-toi calme. Parce que quand j'ai sorti le numéro 1 de Mad Movies, il y a 4 personnes qui se m'ont écrit. Il y a Alain Petit, vous connaissez tous. Oui. Il y a un qui a un peu disparu, c'est Gilles Dimant. L'Olibrius qui est là. Et le 4e, c'était Michel Hortot, qui est mort hélas aujourd'hui, qui faisait un excellent fanzine, qui s'appelait Pépine Tom. Mais avec l'individu qui est là, on allait avec Gilles Dimant, et il court un peu entre les jambes, parce que moi j'étais un peu l'ado attardé, alors qu'eux avaient 17-18 ans, et on allait acheter des affiches, des photos, des trucs comme ça un peu partout. Et on aimait bien ça. T'as des souvenirs Bah oui, il a les mêmes. Non, parce qu'il a des problèmes de mémoire, c'est pour ça. Ah, c'est vrai qu'à son âge, oui. Monsieur te demande si tu te souviens. Toi, reconnaître, moi? Non, je me souviens effectivement quand Jean-Pierre habitait à Champigny, qu'on lui rendait visite avec mon pote Olivier, et que on se foutait un petit peu de lui, parce qu'il avait son môme et son chien qui s'appelait Finette, si je ne m'abuse. Mais oui. Et, d'ailleurs, je me demande si s'est pas passé quelque chose avec Finette. Un jour, elle est repartie là, à queue basse. J'étais pas rassuré. Et on se foutait tellement du chien et pourquoi? du môme Le chien était taché d'encre. Oui. Parce qu'il se baladait sur mes feuilles quand je faisais des scintilles électroniques. Qu'une fois, Jean-Pierre nous a pratiquement foutu à la porte de chez lui, quoi. Ça, je m'en souviens pas. Donc, quelle était la question? Alors, je ne sais plus quelle était la question. Bon, est-ce qu'on peut parler rapidement des livres? Toi, tu me posais une question et Bruno... Oui, on en parlera après. Déjà, ceux que tu as écrits avant, il y a... Ah, c'est à moi, ça? Oui. Oh, c'est moi! C'est moi, tiens, Est-ce regarde. que tu peux nous parler un peu de tes écritures Oh là là, attends, c'est vaste. J'ai fait 9 livres jusqu'à présent. Il y en a 4 qui sont épuisés, d'ailleurs, les 3 premiers. Crayon Monsters. Voilà, exactement. Donc j'ai fait le 4e. Ça, j'ai fait la collaboration avec un illustrateur qui s'appelle Carbone, qui est délicieux, Capone, qui est délicieux. John Capone, oui, qui a un talent extrêmement talentueux. Extraordinaire. Voilà, écoute, tu me l'ouvres de la bouche, il était temps. Et puis Mad Mavic qui raconte un petit peu l'histoire de Mad Movies avant que je ne le vendasse. Je le vendise. Je le vende. Ah, je le vende. Ça suffit. Et le dernier en date, donc c'est le... Bah non. Crayon Monsters. D'accord.
Je vois que vous avez des journalistes très bien informés, c'est bien. Ah, parce que je l'ai pas celui-là. Ah, tu ne l'as pas? Bah écoute, je te l'offre après. Ah, Là. c'est gentil. Et alors, tu vas publier Mad Movies numéro 10, c'est ça? Le mec qui suit avec 3 heures de Non, retard. parce qu'en fait, j'avais préparé un truc, parce qu'il y a un certain Daniel Bouteiller qui t'a prêté des photos Mon Dieu, quelle pour horreur. illustrer le livre. Ah oui, non, c'est vrai, non, honnêtement, Daniel Bouteiller qui est là, m'a toujours laissé entrer chez lui, laisser prendre ce que je voulais, Gratuitement. Pardon? dupliquer ce que je voulais, et avec son amitié en plus. Donc je tiens à le remercier parce que je n'oserais pas le faire dans la vie privée. Sans Donc, demander le moindre sou. Donc je le dis en public, exact, gratuit. Donc je le dis en public parce que j'ose pas. Non, mais Il faut dit pas en le dire face. trop fort parce qu'il y a plein de gens qui vont me demander des trucs gratuits. Ah bah t'as des tarifs. Oh là. Ouais, il y a des affiches. Moi il m'a jamais fait payer. Hein. Et comme Bruno le stipulait tout à l'heure, Stipulait, ouais. tu es en cours d'écriture. Oui, j'ai toujours été en cours d'écriture. D'ailleurs, je suis en atelier d'écriture de ma ville qui s'appelle Moissy-Cramayel, où je fais bien rire tout le monde. Enfin bon, la question n'est pas là. Effectivement, j'ai écrit un livre, oui. Comment vous dire sans vous en dire trop? Ne rien vous dire peut-être. C'est un... Il y a de l'humour, oui, un peu. Bah, je suis né avec, hein, je suis tombé dedans, donc... je ne peux pas parler sérieusement, j'ai une âme de 15 ans. Par contre, j'ai pas le physique de 15 ans, ça me fait bien. Oui, on avait remarqué ça. Tout à l'heure, je t'ai proposé de me faire son livre, tu n'y penses plus. Tu veux savoir pourquoi tu passes en premier? Oui, C'est au cas où, avant la fin de l'émission, hop, quoi. bah, tu vas plus avec nous, quoi. Oh, les salauds. Bon. Enfin bon, bah, Dieu nous en préserve. Alors attends, hâtif, préserve, hâtif. Attends, qu'est-ce que tu me demandais? Le livre en cours, est-ce que... Ah, le livre en cours. Parce que déjà il va sortir cette année. Oui, à la rentrée. Et disons que c'est un film, c'est livre. un livre féministe. D'accord. C'est-à-dire, je parle des suffragettes, je parle des contestataires, je parle des chiennes de garde. Enfin, uniquement au niveau cinématographique. Hein. C'est-à-dire, ça se traduit par exemple, Schneider. Il y a un grand article sur Romy Schneider qui s'appelle Quand Sissi cria non, non, par exemple, tu vois. En gros, ça concerne toutes celles qui ont refusé quelque chose, tu vois, qui se sont opposées au diktat des grands studios, qui se sont barrés alors que tout le monde l'adulait, qui se sont cachés au monde pour cacher l'usure du temps, comme Greta Garbo, par exemple. Enfin, toutes ces filles qui ont dit non, quoi. Et ça va peut-être... Non, je donne pas le titre parce qu'il est tellement gaguesque que vous n'y croiriez pas. Mais c'est incroyable, ce titre. C'est bizarre parce que là on sort carrément du fantastique en fait. Non, Non. parce que dans les femmes qui se sont rebellées un petit peu, on va retrouver quand même Barbara Steele, Caroline Munro, Marie Zamel, Michel Mercier, Martine Beswick, qui ici même, quand je l'avais... Pardon. Je vous présente Damien Granger, qui a été mon rédacteur en chef pendant très longtemps. Et la doublure de Martine. Mais j'étais quand même son chef à lui. Et qui était à la Movies 2000 aussi. Je l'ai touché sans le faire exprès. Donc, je disais... Que tu venais de toucher, Damien. Voilà, que je venais de toucher de Martine Beswick, parce qu'il y a 40 ans, j'avais fait un photomontage d'elle dans Les Femmes préhistoriques, avec son truc de ses cornes là, et moi, j'étais comme ça, à côté d'elle, mais c'était un photomontage. Donc 40 ans après, je lui ai montré, je lui ai dit, je m'excuse, hein, j'ai fait ça. Alors ça l'a bien fait rire, et comme elle avait besoin d'aller quelque part, je l'ai traîné à travers les caves, parce qu'ici il y a une trappe, et puis là-bas, on passe par les escaliers. Donc je lui ai fait traverser toutes les caves de Metaluna Store, et elle m'a dit « Oh, the Peter's Caster !» et depuis, je savais que j'étais absous, et on s'est embrassés, voilà. Ça n'a pas été plus long. Profondément. Ah ben, le reste m'appartient et lui appartient. Hein. D'accord. Il a quand même dit profondément. Donc, Alors également avec Christina Lindbergh, que j'ai également rencontrée ici, elle signait des posters, des DVD, je sais plus quoi, enfin des trucs comme ça. Et je lui dis, vous savez, j'ai écrit un article sur vous dans Metaluna. Ah bon? Bah oui. Alors je lui sors le numéro, ces belles photos, ces belles. Alors je cherche le terme. C'est sa belle silhouette, quoi. Et ses attributs. Et elle me dit, oh, mais faut me le dédicacer. Alors, finalement, elle était venue pour dédicacer. Et c'est moi qui lui ai dédicacé un Metaluna. C'est fort. Juste pour finir là-dessus, ton film de chevet, vraiment le film que tu peux voir et revoir. Alors c'est Marie Octobre. Ça vous la coupe, hein. Ah oui, carrément, oui. Marie Octobre, oui, qui est un film, une production Lucien Viard avec tous les grands. Inno Ventura, Paul Francoeur, Noël Roquevert.
Blier, Paul Meurice. Il y a eu un assassin, il y a un huis clos qui décide, qui dénonce cet assassin. C'est un film qui m'a énormément marqué quand j'étais gosse, qui est bon ou pas bon, ça j'oserais pas le dire, mais en tout cas que j'adore revoir. Dialogue d'Audiard, évidemment, et le tout à la clé. Paul Franqueur, enfin tous ces gens-là, quoi. C'était magnifique. Donc tu vois, tu tombes sur le cul parce que tu t'attendais à ce genre de cauchemar de Dracula. Non, pas du tout. Le Prince des Ténèbres ou des trucs comme ça. Non, hein. non, je Dracula, Prince des Ténèbres. Non, ben, je te dirais, le meilleur de mes films, c'est pas un film fantastique. D'accord. Moi j'adore, je sais pas, les films tirés de Jane Austen, par exemple, tu vois. Ah, les comédies un peu préjugés. romantiques. Oui, tout à fait, oui, Colin Firth, Jeremy Northam, enfin tous ces mecs-là, quoi. Un côté fleur bleue, trucs, quoi, qu'on connaissait pas. Voilà, romantique, qu'on connaissait pas. Et je tiens à le faire découvrir pour les demoiselles qui par hasard nous regarderaient, que je peux faire dans tous les genres. Voilà. Maintenant vous débrouillez. Mais il n'y a pas des chroniques d'habitude. C'est justement Daniel. On m'a dit, Il va faire sa chronique, la chronique de Daniel. parce qu'on m'a dit, il y a plein de chroniqueurs ici, et je m'aperçois que finalement j'en vois pas. Ah, hey, il boit lui. Mais alors, de quoi vais-je parler? Oui, parle. On parlait de ça, non? Caméra. Alors, je voulais parler de ça et de ça. Ouais, on Voilà. va commencer On par va ça. commencer par ça. Les DVD qu'on a dit pour caler, sinon. Alors, je voulais effectivement dire un mot sur ce petit chef-d'œuvre qui est Hangover Square, un film de John Bram réalisé en 1944, il me semble, une production Fox avec George Sanders, Laird Cregar et Linda Darnell, et qui est un film absolument fabuleux. C'est la deuxième collaboration de Laird Cregar avec John Bram et George Sanders d'ailleurs. C'est une espèce de giallo, de film de psycho killer, qui se déroule dans... Une version de Jacques Léventreur un peu, non? Non, c'est pas vraiment une version de... De John Bram également, oui, tout à fait. Ouais. C'est un film sur un musicien qui a des petits problèmes psychotiques. C'est-à-dire qu'il, quand il entend des sons discordants très forts, perd un peu le contrôle de lui-même et commence à tuer des gens. Voilà. Normal. Et Quand il entend du métal, tu dis? C'est filmé. C'est filmé donc dans un Londres victorien, dans une atmosphère pleine de brouillard, avec des angles de caméra complètement fous, des plongées, des contre-plongées, des travelling. La caméra est sans cesse en mouvement. C'est extrêmement moderne. Il y a un côté expressionniste dans les décors, dans l'éclairage, dans la façon de filmer. Et Laird Cregar, donc le comédien principal, dont ça devait être le dernier film parce qu'il est mort avant la sortie du film, à l'âge de 30 ans, ce type était un génie et c'est un profond regret qu'il n'ait pas pu faire plus. Et n'oublie pas le principal dans ce film, enfin pas le principal, mais Linda Darnell. un élément important. Non, ça c'est toujours ton obsession des filles. Bah dis-lui. Non, la musique. Et donc avec une musique de Bernard Herrmann, c'est l'histoire d'un musicien donc qui compose, qui ne vit que pour la musique jusqu'à ce qu'il rencontre Linda Darnell, qui est la garce de service. C'est une entraîneuse qui va le détourner du concerto qu'il est en train d'écrire pour qu'il lui compose des musiques un peu légères pour ses cabarets. Donc elle se joue de lui. Ça va mal finir pour elle d'ailleurs. Et donc Bernard Herrmann, qui était le compositeur favori d'Hitchcock, mais qui a également composé la musique de Citizen Kane, enfin c'est des musiques des films de Nathan Juran, du 7e voyage de Sinbad, de Jason et les Argonautes. C'est un monstre. C'est un des plus
grands compositeurs de cinéma. Si ce n'est le plus grand. Oui, si ce n'est le plus grand, effectivement, qui a composé, Je ne dirai rien. qui a composé la musique de Vertigo, Pas mal d'Hitchcock. de beaucoup d'Hitchcock. Mort aux trousses. Et de La Mort aux trousses, Psychose. qui a arrêté de collaborer avec Hitchcock après s'être fâché avec lui pour s'il avait composé la musique du Rideau déchiré, dont il existe des enregistrements, puisqu'il y a au moins eu un 33 tours, il y a eu un vinyle. Oui. Et par contre, la musique n'est pas utilisée dans le film, et ils se sont brouillés à mort avec Hitchcock, et c'est tout à fait. Pourquoi ? C'est tout à fait dommage. Je ne sais pas. D'accord. En tout cas, le Tout ça, carnet est on se rappelle magnifique la et musique. l'illustration Ouais. aussi, le visuel est Ouais. magnifique. Et la copie, super elle est bien. Lord La, Krieger, copie, un fou. la copie est superbe. Ah, pardon. C'est Jean-Pierre Vasseur, donc de Rimini Film, qui a sorti ce film, dont il ne devait pas y avoir de. Donc tu l'as eu gratuitement encore. Voilà. Non, mais j'ai collaboré à d'accord. l'illustration, donc Ah, en fait, ce qui explique collaboration. pourquoi je l'ai eu. Oui, oui. Mais bon, tout ce que peut sortir. C'est qu'on en a Rimini- tondu pour moins que ça. Hein. Rimini, tout ce que peut sortir Rimini n'est pas forcément ma tasse de thé, mais en tout cas, il a sorti, donc Rimini Film a sorti juste avant Jack l'Éventreur, et tout ce film devait sortir en DVD, et en fait, à la dernière minute, la Fox a fourni une copie HD, Terrier. ce qui a permis donc La de Fox, pouvoir le Terrier. C'était possible. Excellent. Mais le Excuse-moi, le vas-y, pas, vas-y. parce que Ah, excuse-moi, il a perdu le ce qui a fil donc déjà. permis on lui laisse autant la parole d'habitude ou... ce qui a donc permis de pouvoir sortir. C'est coupé au montage après. Ah. Qui a donc permis de Tu me pouvoir rassures. sortir une copie HD. Alors, je veux dire un petit mot Une aussi. copie HD, deux offertes. Ok. Bon, suivant. Voilà. Bon. Donc, Ben en voilà, fait, ben voilà. donc, Hangover Square est vraiment un chef-d'œuvre Ça, c'est vrai. qu'il faut absolument avoir vu. Nous sommes... Alors, il y a J'ai jamais vu, tu me l'as quelques, montré. Très bien. il y a quelques bonus, et justement, je voulais dire un petit mot, parce que Rapidement. j'avais lu sur Facebook Nous sommes ravis de vous annoncer des gens qui critiquaient que Daniel l'intervention Bouteiller a bientôt terminé son intervention. d'une journaliste qui fait les bonus, enfin qui fait un des bonus, Ah ouais, ça, j'ai vu ça. qui est Guillemette Odissino. ouais, et en disant que bon voilà, elle parle de George Sanders comme si c'était la 8e merveille du monde, et bon, alors effectivement elle craque un peu sur George Sanders, mais en fait, ce qu'elle dit dans les bonus, c'est tout à fait ce que moi j'avais envie de dire sur le film. Voilà, donc c'est. Ah, il ne le lâchera pas. Hein. Il ne veut pas partir. Et il y a également donc un bonus sur Bernard Herrmann, justement. D'accord. Voilà, donc c'est. Parce c'est qu'il très faut, bien. c'est du gros Maintenant, scotch. Je passe tu la vois. parole À ton camarade. à mon camarade Nous Christian sommes- Lucas. nous Voilà, sommes- avec a quelque Christian. chose à nous dire. Nous sommes au plaisir de vous annoncer qu'il a fini enfin. Non, j'ai pas fini parce que je compte revenir. Oh, Mais on l'a revenir, il m'a enlevé le micro là. le retour de Daniel Bouteiller. Je voulais parler d'Apocalypse Now et ça y est, C'est Nao. Ça va être long. It's now or never, disait Elvis. Bon, ouais, Apocalypse Now or never, ça va être chaud. Arrête de le regarder, c'est une émission sérieuse. Vous pouvez couper le 5 points derrière. Non, il y a eu un petit événement ces dernières semaines dans la musique de film au niveau Apocalypse Now, et c'était l'occasion, je pense, de refaire un petit point sur ce film et surtout sur les différentes musiques qui ont pu être considérées et pensées et composées pour ce film. Donc, Apocalypse Now, c'est déjà un film qui n'a jamais été vraiment terminé. Il y a eu une première version. Il y a un montage work in progress qui dure 5h30. Il y a eu une version qui a été présentée à Cannes, qui a eu la Palme d'Or. Ensuite, ce qui est sorti au cinéma en août aux États-Unis, en septembre en France, ça a été une autre version, qui a eu deux versions, puisque suivant qu'on voyait le film en 35 mm ou en 70, le générique était inclus ou pas, des petites différences dans le montage. Et puis en 2001, Coppola est revenu, non pas avec un director's cut, alors que c'était à la mode, il est venu avec un Redux. Redux, ça veut dire retour à la maison. Et il est retourné dans ses 300 heures de rush et il a refait un montage qui est plus long. Et voilà. Donc en fait, et c'est un film qui est finalement jamais terminé.
Il y a un jeu vidéo qui va sortir d'ailleurs dans 2 ans. Mais au niveau de la musique, en fait, c'est un peu pareil. Donc, ce qui s'est passé, et l'idée, c'est de remonter le fleuve de la musique jusqu'à ce qui est arrivé aujourd'hui. Quand il a commencé à faire son film, il était très ami autrefois avec Jim Morrison, parce qu'il avait été copain de fac à UCLA. Coppola, Coppola, oui, tout à fait. Oui, absolument, Coppola. C'est lui qui l'a tué. Alors ça, c'est la prochaine chronique. Ça n'a rien à voir, pardon. C'est Lennon qui a Et il s'est dit, je vais utiliser la musique des Doors pour Apocalypse Now. Voilà, il dit, c'est vraiment, il avait ça en tête, c'était vraiment le son de la génération. Tous les jeunes qui partaient au Vietnam, ils étaient fous des Doors, etc. Donc le premier montage qui a eu le travail en cours, hein, de 5h30, c'était que des musiques des Doors, principalement des musiques des Doors. Et puis il s'est dit, je veux mettre de la distance. Et il n'y a pas de distance en mettant la musique des Doors, c'est trop marqué aux images. Alors ça passait bien, mais il n'arrivait pas à faire cette distanciation. Le seul truc qui va rester de cette musique des Doors, c'est The End, la première chanson qu'on entend des Doors. Voilà, absolument, au tout début du film, il commence le film par la fin. C'est un peu tout le schéma du film. Hein. Donc exit les Doors, et ensuite il s'est dit il faut faire une musique différente. Il faut vraiment que j'arrive à faire quelque chose qu'on n'entend pas. Coupez-moi le 5 points derrière. Et donc il était fou de musique synthétique, en fait, de tout ce qui était musique faite au synthétiseur. C'était les tout débuts, hein, le synthétiseur à la mode c'était le Moog, pour ceux qui ont connu. C'était une musique un peu... il n'y avait pas beaucoup d'âme, hein, c'était quand même très les balbutiements du synthétiseur. Il était fou d'un compositeur japonais qui s'appelait Tomita, et il s'est dit je vais embaucher ce mec-là et on va faire de la musique synthétique pour Apocalypse Now. Là on devait être en 76, début 77. Et Tomita était très bon, mais il était surtout bon pour prendre des musiques classiques et les adapter au synthétiseur. Donc c'était pas vraiment ça qu'il voulait faire. Et donc il n'a pas embauché Tomita, il n'y a pas eu de musique. Et là, la grosse surprise qu'on a eue, qu'on vient d'apprendre, c'est qu'en 1977, il a embauché son beau-frère, qui s'appelle David Shire. Alors pour ceux qui connaissent David Shire, c'était le mari de Talia Shire. Donc Talia Shire étant la sœur de Francis Coppola, c'était donc le beau-frère. Et la femme de Stallone. Dans Rocky. Ça va être chaud avec le 5 points. Et donc, ce mec-là était déjà, il avait déjà pas mal bossé. C'est lui qui avait fait la musique de Conversation secrète de Coppola en 74. Il est surtout archi connu parce qu'il a fait 2 morceaux dans La fièvre du samedi soir. Il avait repris des morceaux classiques en disco. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est une nuit sur le Mont Chauve disco, c'était le même David Shire. Et donc, il a embauché son beau-frère pour faire une musique. Et là, Shire donc s'y est jeté vraiment corps et biens. C'est une musique qui est très écrite. Vraiment, même si c'était du synthé, c'était pas de l'improvisation, c'était vraiment il a écrit son truc vraiment de façon incroyable. Et donc le scoop, ce qu'on a eu, c'est que est sorti en décembre le CD de la musique d'Apocalypse Now, les sessions non retenues. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc il a composé son truc. Il y a un thème qui est absolument incroyable. C'est tout au synthétiseur, donc c'est plusieurs synthétiseurs mélangés. Enfin, il a réussi à donner une âme à la musique avec ces synthétiseurs qui étaient vraiment aujourd'hui, on fait ça avec un PC XP. Hein. C'était vraiment le tout début de la musique électronique. Il a reproduit le bruit de l'hélicoptère au synthétiseur. Donc il y a des moments mais complètement planants, absolument délirants de musique. Il s'est même amusé à refaire les Valkyries. La chevauchée des Valkyries au synthétiseur, puisque dès le début du film, c'était dans le film, hein, l'attaque du camp avec les hélicoptères, il y avait déjà les Valkyries, c'était déjà écrit dans le scénario de John Milius. Et donc il a tout composé, et patatrac, disparition absolue de la musique. Et ce qui s'est passé, pour revenir sur la petite histoire, il n'y a aucune trace, nulle part c'était écrit que cette musique avait été composée par David Shire. C'est ça que je voulais te demander. C'est absolument incroyable. Cette sortie, je ne le savais pas moi. Il y a eu un article écrit en 1980 par Monsieur Moog, créateur du synthétiseur, qui l'a évoqué dans 3 lignes en disant Shire avait fait une musique. Et là en fait en 2013, il y a... C'est un petit molletonné, coton pur. Ah pardon, le micro, pardon. Non, pas de souci.
En 2013, il y a un journaliste qui rencontre David Shire, qui voit une Non, cassette c'est vraiment récent. chez lui avec marqué Apoc Sessions. Il dit c'est quoi? Et là Shire lui a dit bah voilà, j'ai fait une musique pour Apocalypse Now. Le mec a écouté ça, il est devenu fou quoi. Il dit mais c'est génial, faut sortir ça. Il a retrouvé les ingénieurs de son d'époque, donc 77. Ils ont retravaillé la bande. Les ingénieurs sont revenus avec d'autres bandes 3/4, des trucs un peu meilleure qualité, etc. Et ils ont pu produire ce CD qui dure un peu moins d'une heure, hein, qui est complètement délirant. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a le nom des morceaux, donc on voit exactement où est-ce que la musique aurait dû être. Il y a notamment la scène de plantation française, etc. Plus quelques morceaux qui sont amusés à faire à côté. Mais ça, c'est avec Des l'accord de tests. Coppola ou il a rien à Alors, voir ce qui est amusant, c'est que David Shire, étant le beau-frère de Coppola, ils se sont réconciliés en 2016 lors du mariage d'un de leurs petits-enfants. Donc du coup, oui, Coppola après a travaillé, il est entièrement d'accord avec le truc. Ça n'a pas été du pirate, quoi. Mais le truc, c'est que c'était resté complètement inédit. Et quand vous regardez le Blu-ray d'Apocalypse Now, il y a un module sur la musique du film où il parle de tout sauf de ça. Il n'y a pas une virgule, une phrase où il parle de cette musique, quoi. Ça a vraiment été le secret complètement révélé. Alors le CD tiré à 2000 exemplaires chez La La Land Records, donc un très bel éditeur de musique de film. Et pour ceux qui auraient du mal à le trouver, vous faites YouTube, Apocalypse Now Unused Sessions, et vous trouvez la musique, donc on peut l'écouter, je dirais, gratuitement. Alors l'histoire ne s'arrête pas là, c'est que Coppola, après... Parce que Jean-Paul m'a demandé de faire court. Demandez entre Daniel et Jean-Pierre qui l'aurait fait. Fais pas attention à Christian. Mon ami, Mon ami Garde pas ton calme. Fais pas attention. C'est pour faire le. Après, je vous ferai l'hélicoptère si vous C'est pour faire le show, hein, ne te dis pas de moi. Non, alors Je peux te faire l'hélicoptère maintenant si tu veux. sans façon. L'autre histoire, c'est que donc Coppola était aussi très ami avec les Grateful Dead, avec Jerry Garcia, etc. Et il va à un concert et il entend les percussions de Grateful Dead, il devient fou. Il dit mais c'est génial, c'est avec ça que je vais pouvoir reproduire le son de la jungle. Là, on était en 77-78 et il embauche deux mecs, les percussionnistes de Grateful Dead, Bill Kreutzmann et Mickey Hart. Et il leur dit, il faut que vous me fassiez la musique d'Apocalypse Now. Et là, les mecs se mettent dans un immense hangar, ils étalent tous leurs instruments. Mickey Hart était un collectionneur d'instruments très, très exotiques. Il avait des instruments de tous les pays du monde. Et finalement, ils se sont dit, il faut qu'on crée des instruments. Donc, ils ont fabriqué des instruments de musique complètement délirants pour faire la musique. Et ils avaient des écrans qui leur projetaient le film. Et ils improvisaient pendant qu'ils voyaient la musique. Donc, on a un son de la jungle complètement délirant. Coppola leur disait, le thème, c'est l'assassin qui tue le roi et qui prend la place du roi. C'est ça que je veux entendre dans la musique, et je veux entendre l'origine de l'humanité. Donc il fallait qu'à travers ces instruments ancestraux, il arrive à reproduire le son de la création de l'humanité. Donc ça, c'était son délire. Donc cette musique-là, elle a existé. Il y a eu un vinyle en 1980 qui était pirate. Tous les fans de Grateful Dead l'avaient, hein, donc moi je l'avais chopé un peu comme ça. Et puis il y a eu un CD qui est sorti officiellement. Donc le groupe, en fait, créé par Mickey Hart et Bill Kreutzmann, s'appelle Rhythm Devils, les Diables du rythme. Et donc ils jouent la musique, les sessions d'Apocalypse Now. Donc c'est un truc qu'on trouve, on peut le trouver relativement facilement. Et c'est une musique complètement planante. Je vous invite à l'écouter au casque. Et là, vous partez dans la jungle. C'est complètement ahurissant. On en entend un petit peu dans le film final. Donc Coppola a finalement gardé un petit peu de ce son pour justement personnifier la jungle. Et ensuite, Coppola donc a revenu à l'idée du synthétiseur. Et là, il a demandé à son père, Carmine Coppola, qui avait été le co-compositeur du Parrain, il a vu l'Oscar d'ailleurs pour ça, de lui composer une musique au synthétiseur, enfin, composer une musique classique. Et ça devient dur. C'était du foutu le film. Vas-y, continue. Et donc, Carmine Coppola, le père de Francis, a composé une musique de façon orchestrale. Et ensuite, il a embauché les 5 meilleurs ingénieurs spécialistes du synthétiseur. Là, on était en début 79, pour adapter cette musique finalement en synthétiseur à l'écran. Et il n'y a aucune trace de ce qu'a fait Shire. Ils ne se sont pas inspirés. Vraiment, j'ai essayé de comparer. Il n'a pas pompé. Donc c'est une musique complètement différente. Mais finalement, on est revenu à une musique très très écrite. Donc il a hésité entre l'improvisation totale et la musique très très écrite, et on arrive vraiment au bout de la remontée du fleuve avec sa musique finale. Donc il y a eu 2 CD qui sont sortis, hein, que tout le monde connaît. Le CD simple qui était la musique classique,
Et puis il s'est amusé aussi à faire un double CD où on entend les dialogues du film, notamment tout le dialogue au moment de l'attaque de la chevauchée des Valkyries, etc. Donc voilà, c'est des CD qu'il faut absolument avoir dans toutes ces détectes. Et t'as essayé de. Enfin, si Je on t'ai- aime je le t'ai film coupé, en même hein, temps. mais bon. Je me suis pas projeté les Voilà, images en même avec temps. le Mais Shire, j'aimerais bien que pour quelqu'un voir. me fasse un repack. Ouais. Et je pense que ça va arriver parce que là, il y a vraiment, ne serait-ce que caler 40 minutes du film sur les images pour voir ce que de ça Shire. Donc Ça finalement, doit être, t'as 3 BO pour le même film. Il y a 3 BO complètement différentes pour le même Ouais, film. ouais. Ouais, tout à fait. Mais c'est tout à fait dans l'esprit d'Apocalypse Now, qui est un film qui n'est pas terminé. Donc dans la tête de Coppola, ça a toujours été quelque chose en mouvement, dans lequel il revient. Donc, Tu voilà. vois, on lui avait dit, on va lui piquer ses notes avant l'émission. Ça a servi à rien, il a tout dans la tête. Qu'est-ce que tu veux faire? Merci Jean-Pierre. Très bien. Louis. Moi, déjà Moi, très vite. Ah, vite. J'y vais, Ah, Oui, film, comme il a fait long. sorti l'an dernier, dont personne n'est capable de me dire de quel genre il s'agit. Et c'est un petit bijou. Il s'agit de The Strangers. Alors, le nom du mec, c'est... comment In the Night. Oui, aussi In the Night, je sais pas. Enfin bref, c'est un film coréen. Ah oui, c'est Un film coréen qui est complètement inclassable. Il y a de tout dedans. Il y a du survival, du zombie, du film d'infecté, du thriller, du policier, de l'exorcisme. Et vous allez soit adorer, soit détester. Ouais, personnellement, j'ai pris un pied pas possible. Ça fait même italien par moments. Pour un film coréen, il est quand même pas banal. Et voilà. Donc regardez-le. Et puis vous pourrez me pourrir si vous aimez pas. Et me féliciter si vous aimez. Ouais, Voilà. moi, je te Vive la félicite parce que Corée. c'est vraiment un très bon Et film. voilà. The Strangers. C'est le à ne réalisateur pas rater. de The Murderer, qui était aussi un très bon Qui est aussi un excellent film. Voilà, j'ai fini. Très bien. Ah, bah, c'est Et bien. là, Tu c'est pouvais pas trop long, passer hein. la parole. Allez, Damien. Ah, Damien est là. Il a quelque chose à nous dire à ce Alors Damien, on peut dire que ton livre est enfin publié. Ah oui. Oui, ça y est, il est sorti. Pour de bon cette fois. Et alors? Et alors, les gens sont plutôt contents, les retours sont bons. Ouais, donc je suis très content aussi. Non. Donc on peut le trouver où maintenant, Alors, concrètement? Alors pour l'instant, toujours par correspondance et en exclu à Paris chez Metaluna. C'est l'endroit Et- où nous sommes, c'est ça? C'est ça. C'est là où on est. Et... Ça s'appelle Métaline. Ça n'a pas changé. Hein. Et aussi dans Ouais, une ouais. petite librairie, enfin une grande librairie à Rennes, pardon, pas du tout une petite, une grande librairie à Rennes, mais sur Paris, le seul endroit c'est Metaluna et sinon par correspondance. Et on peut dire que tu as commencé déjà le numéro 2? Oui, le volume 2 est en cours, il sortira en septembre, Très bien. avec les précommandes avant l'été, pour ceux que ça intéresse de le précommander. On revient un peu sur le livre, comme ce qu'il y a dedans, Ouais. en 30 secondes. Des pages. Parce qu'on a découvert quand même, bon, on savait le projet, on avait beaucoup de nous avions participé. Splendide, maquette vraiment qui rappelle les meilleures années pour moi de Mad Movies. C'est vrai. Vraiment une superbe iconographie. Ce qui veut donc dire qu'il y a eu des années moins bonnes. J'en profite pour rajouter un petit mot du coup là, en plus que surtout que Jean-Pierre est là. En effet, l'idée de ce livre, moi quand j'ai découvert Mad Movies la première fois, bien sûr que ce qui m'a fait craquer, comme beaucoup de lecteurs qui lisaient Mad, ceci dit, puisque ça revenait souvent dans les sondages, ce qui me faisait craquer, c'était bien sûr les notules lunaires. Absolument. La rubrique de news en début de magazine, où on retrouvait bon nombre de ces flyers dedans, mais en plus petit. Et depuis que je lis Mad, que j'étais ado, je rêvais de voir un livre exister avec ces flyers reproduits en plus grand. Et du coup, c'est pour ça que je m'y suis attelé moi-même. Ouais. Ouais, très beau travail avec, au-delà des affiches, un texte vraiment intéressant. On revient sur certaines compagnies, on revient sur certains metteurs en scène. Il y a un texte totalement dans l'esprit Mad Voilà. Movies. Donc justement. c'est un livre, moi c'est mes livres préférés, c'est Sûr. qu'on les feuillette, on adore, rien qu'en les feuilletant on a du plaisir, et après quand on a du temps on peut se plonger dans les textes, et là on se reprend une autre couche de bonheur. Donc c'est franchement du beau travail. Merci. Bravo. C'est un livre Tu bicouche. peux ne pas oublier le chèque par contre. À la fin de l'émission, après l'émission. Sinon, tu nous parlais justement de filles. On peut prendre des espèces. Hein. Oui, je suis venu vous parler de 2-3 films qu'il y a dans le livre. Notamment, on va commencer par le film Strip to Kill, qui est une production Concorde, donc la société de Roger Corman, J'ai vu ça, tiens. qui a été produit en 1988. Ça a l'air L'homme qui a vu le film de Roger Corman. Ce qui montre aussi quelque part que Corman avait le nez assez fin, puisque ce film est typiquement un thriller érotique, mais qui a été fait avant la vague, la submersion de thriller érotique suite à Basic Instinct. Il avait eu l'idée de commencer à créer une série de thrillers qui tourneraient autour des clubs de striptease avec ce film-là, Strip to Kill. Film qui est réalisé par une femme, Katchi Mon Ruben, Dieu, quelle horreur. qui a par la suite accédé à des films à plus gros budget, puisque c'est aussi elle qui a fait Poison Ivy avec Drew Barrymore et Carrie Delahaye.
Et en effet, de toute l'écurie Concorde, c'est une de celles qui méritait le plus de sortir un petit peu du lot. Le style de Kathy Ruben, personnellement j'aime beaucoup parce qu'elle a un style très réaliste, très urbain. Donc Strip to Kill, c'est l'histoire de stripteaseuses qui se font tuer par un tueur mystérieux. Je vous révélerai pas la suite de l'histoire, parce qu'il y a une grosse surprise à la fin sur qui est le tueur et les raisons de ses actions. Mais ce qui est très intéressant, au-delà de la succession de très très beaux shows et de très beaux striptease très bien chorégraphiés qui parsèment le film, puisque le scénario était quand même... Oui, non, franchement, il y a des bonnes chorégraphies, surtout pour un film à petit budget. Mais ce que j'aime beaucoup personnellement dans ce film, c'est le côté vraiment très réaliste. On a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de caméra qui filme en fait. Et à côté de ça, le film malgré tout est très... Et à côté de ça, Désolé les machines. malgré tout, le film est très bien réalisé. Mais on fait rapidement abstraction de la présence de mise en scène ou de caméra. Il y a un côté très réaliste, très urbain, assez craspec aussi, vraiment crade dans ces films, que j'aimais beaucoup aussi dans la suite. D'ailleurs, Strip to Kill 2, qui est un peu plus commercial, mais qui a un véritable intérêt aussi. Ouais, il y a eu un 2. Il y en a 8. Et ensuite, elle a fait un autre film sur un délinquant qui s'appelle Streets, la guerre des gangs, tout ça, qui était très très intéressant aussi, exactement pour les mêmes raisons. Mais c'est vrai qu'elle est passionnante cette nana, parce que tu parlais, je savais même pas que c'était la même, qui a fait Carrie 2, Ouais. c'est ça. Ouais. Le film est pas terrible, il Non. faut bien le dire. Mais le commentaire audio, c'est un des rares que j'ai écouté en entier, c'est super intéressant ce qu'elle raconte. Oui, Et elle est elle très fait quoi intéressante. Alors, elle enseigne la mise en scène. Par Ouais. contre, je ne sais plus dans quelle université aux États-Unis, mais elle enseigne la mise en scène. Ce qui n'est pas très étonnant parce qu'elle a vraiment un sens de la réalisation et de la mise en scène très clairement. Enfin, il y a le Strip to Kill, tout comme ses autres films, sont très très bien découpés. Ce qui est quand même assez rare dans ce genre de série B où la plupart des réalisateurs enchaînent du plan en fait. Ouais. Et puis après, On c'est m'avait dit l'éditeur qu'elle qui a était fait le boulot. reconvertie dans le restaurant, la restauration indienne après Curie 2. Oui. Je me le suis laissé dire. Fausse nouvelle, sans doute. Donc voilà, Strip to Kill, un des films du livre que je recommande vivement aux lecteurs qui ne l'auraient pas vu. Très très bon film. Un autre, Damien? Oui, je voulais aussi vous parler d'un autre film que j'aime beaucoup qui s'appelle Robo Ninja. Qui, Le seul homme à aimer Robo Ninja. qui est beaucoup plus malin que son titre laisse penser et aussi que la petite histoire qu'il y a derrière. Parce que là, c'est un film qui a été tourné en à peine 2 semaines pour $15 000 en 16 mm. C'est le deuxième film de J.R. Buchholter qui juste avant avait réalisé The Dead Next Door, un film de zombies qui a eu beaucoup de succès, qui est devenu culte parce que c'est un bon film, mais aussi parce qu'il y avait Sam Raimi et sa bande qui avaient plus ou moins collaboré, mais de loin en fait au film. C'est juste que J.R. Buchholter et Sam Raimi se connaissaient un petit peu et Sam Raimi lui avait donné son accord pour utiliser un petit peu son nom en tant que parrain du film. Et Robo Ninja, il le réalise en 89, au moment où David de Coteau en fait monte son label Cinéma Home Video, qui lui permettra de faire des films en indépendant en parallèle des films qu'il peut réaliser pour Charles Band. Et en fait, David de Coteau lance un appel d'offres où il cherche des réalisateurs pour faire des films. Et J.R. Buchholter se présente dans ses bureaux. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à réaliser Robo Ninja. Donc, titre et affiche un petit peu commercial et un petit peu menteuse sur ce qu'est le film. Robo Ninja, c'est l'histoire d'un personnage qui crée le dessinateur du personnage Robo Ninja, qui a une bande dessinée qui a beaucoup de succès. Quand le film commence, on se rend compte que la bande dessinée est en train d'être adaptée en série télé. L'auteur n'est pas du tout content de la série. Sa ville et son quartier sont gangrénés par un gang de voyous qui raquettent, violent et tuent les gens. Et le personnage va décider de devenir le Robo Ninja pour nettoyer les rues. Là où le film est très intéressant, c'est que c'est pas du tout un film de super-héros en fait à l'arrivée, contrairement à ce qui avait été vendu, c'est que c'est vraiment un vigilante movie. Ce qui rend le film intéressant aussi, c'est la façon dont le personnage est très humanisé, c'est-à-dire que le Robo Ninja est confronté à beaucoup de problèmes de conscience. Mais oui, il prend un balai, il nettoie les rues. Ça, c'est toxique. Un balai, c'est ce qui manque à Mécanique au final. Il apporte Jean-Pierre. Il Je y a- suis tout oui, vas-y. Vas-y, fils. Balance la suite. Te laisse pas troubler. Et ce qui est très intéressant, c'est en fait ce personnage qui va se rendre compte qu'en essayant de faire le bien, fait plus de mal. Et le film tourne vraiment autour de la psychologie du personnage à ce niveau-là.
Après, il y a plein de trucs commerciaux, c'est-à-dire dans le film, il y a une espèce de savant qui lui crée son costume, un peu comme on le voyait dans les séries de l'époque, les K2000, les tonnerres mécaniques. Il y a une scène, on voit jamais en fait, on sait pas pourquoi le film s'appelle Robo Ninja, puisqu'on voit jamais vraiment le personnage robotisé ou quoi que ce soit, si ce n'est qu'il y a une scène à la Terminator où il se répare l'avant-bras, dans une scène assez gore et crade, où en fait il se triture plutôt les tendons et les nerfs avec un scalpel et un cutter. Atomic Cyborg. Oui, exactement aussi, comme dans Atomic Cyborg. Très bien. Mais passer ces quelques scènes, ça reste vraiment un vigilant movie très réaliste, qui même peut rappeler les premiers films de Ferrara par certains moments. Il y a un final totalement surprenant pour ce genre de film, surtout pour l'époque, où les séries B essayaient d'être vraiment les plus commerciales possibles pour attirer un large public. Là, on sent que Buchalter essayait de faire avant tout le film qu'il avait envie de faire. Ce qui d'ailleurs n'a pas forcément plu à David Decauto sur le moment, parce que le film était moins commercial qu'il n'aurait dû être. Mais c'est un film, ça fait partie de ces séries. Toi, Daniel, ça, ben non. Ça fait partie de ce que j'appelle ces séries qui méritent d'exploitabilité en fait. C'est un ultra stéréo, en couleur. Alors c'est limite du mono même. Hein. Il n'entend plus rien, le pauvre Daniel. Et c'est un film qui est très très rare, qui mérite vraiment d'être vu sous un autre œil que simplement cette série B de 15 000 $ tournée en 16 mm avec tous les problèmes de production. Alors, le film est très rare, il a existé en VHS PAL et NTSC à l'époque, il n'est jamais sorti en France dans aucun format. Et on peut le voir en DVD plus ou moins, c'est-à-dire que J.R. Buchalter le vend lui-même sur son propre site, mais en DVD-R. Pas en vrai DVD. Il essaye de ressortir une édition spéciale avec plein de bonus depuis déjà 2 ans. Ouais, il est possible. Non, pas Deadbeat. Comment ça s'appelle déjà ? Dead Next Door. Dead Next Door. Ouais, il y a Dead Next Door qui vient de ressortir. C'est saignant, hein. Non, c'est un film. On peut penser, peut-être pour les 30 ans du film en 2019, qu'il le fera enfin, de ressortir une belle copie de ce film qui mériterait, parce que pour l'instant, en effet, le seul moyen de le revoir, c'est soit le DVD-R qu'il vend lui-même, soit d'acheter une des VHS NTSC ou PAL d'occasion sur des sites, mais en sachant que les copies sont très sous-ex, très sombres. C'est un film qui se passe de nuit, c'est 15 000 $ de budget, donc pas très bien éclairé, c'est un peu bof-bof de le voir dans ces conditions. Un truc à dire. Mais c'est un film qui mérite vraiment d'être revu différemment de ce qu'on peut en garder comme souvenir ou de ce qu'on peut en penser. Mais ceux qui cherchent des VHS, on peut dire qu'il y en a énormément à Metal Store. N'est-ce pas, Benoît? Il me semble que ça semble. Moi, c'est pas Benoît, c'est Bruno. Non, mais il y a un gros stock qui est arrivé aujourd'hui là, de cassettes. Benoît, c'est la nuit. Ce qui ferait une belle transition quand même. Voilà. Le troisième alors ? Il est possible aussi que vous retrouviez peut-être Robo Ninja en VHS d'occasion chez Metaluna, VHS. puisqu'il me reste un stock de VHS à revendre. On verra si Bruno les rachète ou pas, et il est dedans. Donc pourquoi pas. Ah oui, J'ai jamais vu en fait. Oui, je l'ai l'as vu en VHS. Courez vite alors. Il n'y en aura pas pour tout le monde, il n'y en a qu'un. Voilà. Et en troisième, j'aurais parlé de Breeders, Ah. film de Tim Kincaid. Oui, voilà. Avec la belle. Bizarrement, Film culte. celui-là, tout le monde le Ouais. quoi. Ah oui, tout le monde le connaît, demande Breeders, pourquoi. oui, ça c'est Rien clair. que les éclairages déjà. Merveilleux. Bah si, les éclairages. Juste déjà. un Breeders. Ouais. Déconnez pas, je l'ai vu. Donc production Empire, donc produit par Charles Band, réalisé par Tim Kincaid. Encore une bande. Alors, Tim Kincaid, à l'époque, on ne le savait pas forcément, mais c'était comme David Decauto. En fait, il avait déjà connu une carrière très très chargée dans le film porno gay, sous le nom Joe Gage. En 1986, il passe un contrat avec Charles Band pour réaliser plusieurs films pour lui. Charles Band, de son côté, dit qu'il n'a pas grand-chose à voir avec les films, si ce n'est qu'il les a représentés à l'international et qu'il les a distribués. Mais la plupart des réalisateurs qui ont bossé avec lui sur ce genre de films, comme Tim Kincaid, Decauto, Ken Dixon ou Gorman Béchard, disent bien que Charles Band était dessus réellement coproducteur, puisqu'il finançait avant tout ce qui était effets spéciaux, post-production. En fait, ils étaient en coprod avec leur propre boîte de production à eux, à 50-50. Eux prenaient en charge les tournages, la pré-prod, et Charles Band prenait en charge les effets spéciaux et la post-prod. Breeders, c'est le premier film de Tim Kincaid pour Empire. Par la suite, il fera aussi Robo Holocaust, Mutant Hunt et Maximum Frost. Il n'y a pas de photo. Breeders, alors c'est très rigolo, Je remets ça à puisque sa c'est place. l'histoire de... Ça se passe à New York. Pas dit d'y toucher. Alors. Plusieurs jeunes filles vierges se font violer par... Elles sont par pas ce vierges, qu'on là. apprendra. Oui, plus après. Elles le sont à la base, mais plus ensuite. Par un extraterrestre qui a eu le domicile dans les sous-sols de la ville et qui prend l'apparence qu'il souhaite, un vieil homme, une fille. Pardon.
Alors j'aime beaucoup ce film parce que il va à l'essentiel, ça dure 1h15, c'est typiquement les années 80, ça mélange gore et cul, super effets spéciaux assez gore, bien latex de Ed French, qui avait fait ceux de Sleepaway Camp juste avant. Oui, D'ailleurs, tout il y à a fait, même, dans Mad Movies numéro 30. Il y a tout un article dans Mad Movies Ouais. sur Ed French. 30. Je viens de le dire, merci pour C'est bien intervenu, c'est bien. Parce qu'il a plu, excusez-le. C'est Comment un ça s'est film. retrouvé distribué par MGM, ça d'ailleurs? Bah en fait, ce qui se passe, c'est que alors Putain, c'est à côté de toi. Empire. Si t'étais pas là, il y a longtemps que j'aurais claqué la gueule. Alors en fait, Empire, c'est un peu comme la société Transworld, Bruno, la société de Moshe Diamant, qui a produit Prière pour un tueur, notamment des films comme Retaliator, ce genre de choses. Je me retourne pas pour caisser parce que je vais avoir un torticolis, mais Et en fait, tout ça s'est retrouvé au catalogue MGM, puisque quand ces boîtes ont fait faillite, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les financements de ces sociétés venaient du Crédit Lyonnais, à l'époque, qui était le plus gros financier de films aux États-Unis. Et quand les sociétés commençaient à battre un petit peu de l'aile, le Crédit Lyonnais était très agressif et en fait confisquait les catalogues, se les appropriait. d'accord. Et en fait, c'est comme ça que les sociétés comme Empire ou Transworld ont réglé leur dette vis-à-vis du Crédit Lyonnais, c'est que le Crédit Lyonnais s'est approprié leur catalogue, qu'ils ont ensuite mis aux enchères, et c'est comme ça que MGM a récupéré bon nombre de catalogues de sociétés qui ont fait faillite dans les années 80 et qui étaient devenues une grosse partie du Crédit Lyonnais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est MGM en effet qui a une grosse partie de ces catalogues-là. C'est pour ça que ce film est particulièrement connu. Ouais, Aussi, Blanche-Neige, ouais, Breeders, en effet. Ouais. Ensuite, Breeders, il est aussi passé à la télé en France, et c'est pour ça qu'il est très On connu. l'a vu à la télé sur la 6 ou la 5. Il est passé sur la 5 à plusieurs reprises. Alors par contre, comme bon nombre de films à l'époque, sur la 5 ou la 6, c'est des versions très très coupées. Ouais. Ce qui était rigolo d'ailleurs, c'est comme le fameux Murder Weapon de David de Coteau, qui était passé sous le titre Séduction fatale. À l'arrivée à la télé, comme Breeders comme Murder Weapon durait plus que 1h06. Alors c'est des films au lieu d'1h15. C'est des films qui sont à la base assez courts, mais toutes les scènes gore avaient été retirées. Et c'est vrai que moi j'ai redécouvert ces films-là en VHS plus tard, dans leur version intégrale, et ça change vraiment tout. Ouais. Et notamment pour Murder Weapon, qui à la télé passait pour une sorte de thriller comique. Ouais. Passait pour une sorte de thriller comédie sexy basta, alors qu'en fait c'est des films très très gore par ailleurs. C'est des scènes vraiment très gore. C'est comme surprenant de la part de TF1 d'avoir tripatouillé des films. Non, je déconne. Non, mais c'est vrai que tu en parles parce que la polémique est revenue récemment où en effet on a découvert que TF1 était revenu assez pratique à couper les films pour pouvoir les passer à 21h parce que c'est des films qui sinon ne pourraient pas passer avant 23h30 et c'est des pratiques qu'on a beaucoup connues dans les années 80 et notamment sur la 6 et la 5 qui passaient bon nombre de séries B, même quasiment tous les soirs en prime, mais qui du coup devaient les couper pour pouvoir les passer à 20h40. Oui. Ils n'avaient pas le choix. Et sinon j'avais fini, tout à fait. D'accord. Ah, voilà. Vas-y, Moi, je Bruno. retourne. Donc, Il faut Bruno. que j'aille faire pipi, moi. Je viens pendant que tu parles. Non, c'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Bruno. Oui, c'est bon. C'est toi. C'est parti. Ah bah je peux commencer. Donc, Oui. ouais. Alors, Et donc, Bruno, tu devais nous parler de Metal Investor. non, c'était. Ben non, ça c'est après. Non, là je vais vous parler d'un. J'ai dû appuyer. J'ai peut-être appuyé sur un. Non, c'est bon. Près de la bouche. Près de la bouche. Comme si c'était Pas dans la bouche, mais Ok. une glace. Ok. Glace au réglisse. Ça j'ai arrêté il y a longtemps. Mais... oui. Donc, ouais, je voulais vous parler d'un film allemand de la fin des années 80. Ça y est, j'ai oublié le nom du réalisateur que j'arrive pas à mémoriser les réalisateurs allemands. Ouais, voilà, ça. Et en fait, le cinéma allemand, comme tout le monde le sait, est un peu à l'origine du cinéma fantastique et de pas mal de choses, comme le cinéma français, mais on va dire qu'après les années 70, les coprods, etc., le cinéma allemand fantastique en tout cas, est quand même plutôt méconnu. Et donc, ah oui, celui-là, voilà. Et donc en fait, il y a un film vraiment sympa. Mais comment tu sais qu'on m'entend pas? Faut vraiment qu'il l'avale. Et en fait, il y a un superbe film qui date de 89 finalement, de Robert Schiegel, qui est un réalisateur assez peu connu, qui a bossé pour la télé, qui a fait quand même deux slashers pour la télé aussi allemande, qui s'appelle Schools Out, que j'ai jamais vu. T'as peut-être vu toi, Damien, un jeu de massacre. Ouais, c'était bien. C'est très bien. Ouais. C'est du slasher assez original qui sort un peu de ce qui se faisait aux Ouais. États-Unis surtout.
Ok. Et mais il faut que je vois ça à l'occasion, si ça existe. Mais en tout cas, il a fait un film qui est pas un film fantastique, mais qui est un conte gothique, influencé par que de bonnes influences, entre autres Argento pour toutes les scènes de rêve et de cauchemar, etc., qui s'appelle Lorraine. Voilà. Et qui est sorti dernièrement en Blu-ray allemand. En fait, le film était sorti en Allemagne, mais jamais nulle part ailleurs, à part qu'il y a dans quelques festivals, je suppose. Et il était sorti en VHS en Angleterre, mais passé inaperçu chez Redemption il y a bien longtemps. Et là, en fait, un petit éditeur allemand vient de le rééditer en Blu-ray. Donc dans une superbe édition que vous voyez là, je suppose. Et voilà, et la grosse particularité, au-delà du fait que le film soit vraiment très bien, c'est que, mais il faut le remercier ici quand même, Patrick Lang, qui est parfaitement bilingue, a fait ce qui est très rare sur des... ce qui est très rare sur des Blu-ray allemands, un sous-titre français. Voilà. Donc le Blu-ray est toute zone, donc est sous-titré français, donc on peut parfaitement, qui est abayé, et on peut parfaitement le voir en France. C'est un problème de droit. Voilà. Et ouais, bien sûr. Mais là, en fait, le réalisateur a lui-même supervisé tout ça, et c'est un petit éditeur indé. Donc après, il pouvait rajouter les sous-titres qu'il pouvait ou qu'il voulait. Et là, en l'occurrence, ça permet de le découvrir enfin en France, quoi. Et c'est une espèce de conte gothique sur une thématique qui est assez courante dans le cinéma européen, mais qui là est plutôt bien tournée sur l'enfance, sur l'entrée, la transition entre l'enfance et l'adolescence, on va dire. Où là, en fait, c'est une très jeune fille de 10 ans, dont le père est marin et qu'elle voit rarement, dont la mère disparaît très rapidement. Il y a une histoire de meurtre. Il y a en fait ça se passe en Allemagne au début du siècle, et il y a des gens qui font des gestes bizarres à droite là. Et en fait, elle pourrait être la victime, elle, comme beaucoup d'enfants, d'un meurtrier inconnu évidemment, qui traîne dans le coin. Il y a un château mystérieux en ruine, mais où des gens semblent habiter. Voilà, c'est à la fois très réaliste. Il y a des scènes oniriques très bizarres parce qu'en fait, comme beaucoup de films sur cette thématique, il y a une partie réaliste, mais il y a aussi la partie où c'est vu de son regard d'enfant, et donc de ses peurs, et donc c'est d'autant plus angoissant. Et là, évidemment, je vous donnerai pas la conclusion, mais c'est vraiment un très très beau film, très habité par quelqu'un qui a réellement fait avec les moyens de l'époque, parce que ça se passe en Allemagne, mais c'était tourné en Hongrie, a fait au mieux, et quelque chose qui est totalement inhabituel dans ce cinéma à cette époque, et c'est super bien qu'on puisse le redécouvrir maintenant. Et j'ai oublié quelque chose. Le titre du film, Sissi Impératrice. Si, j'ai dit Lorraine. Lorraine. hongrois. Ah oui, parce que c'est le nom du personnage. Lorraine. Ok, et c'est le nom du personnage principal. Et la gamine est super d'ailleurs. Et c'est un film qu'on n'a strictement jamais vu en France, et c'est le moment de le redécouvrir. Et que forcément, ma commande est déjà partie, et que d'autant plus, voilà, qui va bientôt rouvrir. Voilà, enfin, qui sera rouvert d'ailleurs. Qui sera rouvert, ouais, mais ça on l'a déjà dit. C'est la troisième fois. Non, mais il faut quand même le préciser. Et donc évidemment, oui, comme il y a les sous-titres français, je trouve ça super sympa qu'on puisse l'acheter à Mesdames. Entre autres, et le découvrir et le redécouvrir. Le quoi? L'inspecteur d'Eric. Mais ça existe déjà. Non, en fait, non, c'est pas prévu. Dommage, ça, par contre. Une belle photographie. Mais le film est magnifiquement foutu, et vraiment. C'est très bizarre, finalement, qu'un film de 89 ait cette image qui est très 70s, même années 60, qui est complètement anachronique dans le bon sens pour un film de cette époque. Donc moi, j'ai pas vu le film, effectivement. Mais ça te plaira, je pense. Les photos sont magnifiques. Ouais, c'est très beau. Les photos du film, il y a une ambiance très gothique. Et en fait, j'ai vu que pas mal de gens l'ont interviewé, parce que pas mal de gens ont communiqué là-dessus sur le net, les blogs et autres, et ça a été chroniqué dans des revues pro aussi, grâce au sous-titre français. Il y a une scène clé sur un pont la nuit pendant une tempête, etc. Et l'idée de tout le reste du film lui est venue d'un rêve qu'il avait fait apparemment par rapport à cette scène, et qui est une des plus belles scènes du film, à part la fin qu'on ne dévoilera pas. Et c'est vraiment un super film.
Très bien. Patrick? Nous non plus, on ne dévoilera Oui, pas la quelqu'un fin parce qu'on n'a pas vu le film. Bon, en tout T'as cas, ceux jamais qui vu ça veulent le voir, ils peuvent venir le voir ici en achetant le. Le voir, Le- non, mais l'acheter le pour le Blu-ray, voir en fait, chez eux, ouais. Absolument. Mais avant de le voir, il faut l'acheter quoi. Mais après, on pourra le D'accord, passer je ici, crois hein, qu'on est remarque. d'accord. Tu vois. Patrick Onatiaro. Si, mais je ne parle pas de l'Italie cette fois-ci. Ah merde. Alors, je vais vous parler de Joey Wang, alias Wong Soo-sin, qui est une actrice asiatique. Donc on va y aller. On va s'en Voilà, aller. il n'y a pas de problème. Je vais tenir à remercier Daniel On pour va te les. laisser les clés. Il n'y a pas de problème, j'en ai pour une heure et Tellement demie, pas. donc. C'est on la va faire- façon du Hong Soo-sin, c'est ça? On va faire autre chose. Voilà, je tenais à remercier Daniel pour les photos qu'il y a derrière. Alors, c'est un film asiatique. Donc. Voilà. Et Bah, donc, elle est elle est superbe, très tout le connue. monde Alors, je vais la vous faire connaît. un récap un peu de ce qu'elle a Des fait. Très rapidement. 77 films de Il y en a sa 77, mais filmographie. vous inquiétez pas. Et surtout Jean-Paul. Je ne On vais pas va te faire parler deux. de chaque film parce que sinon, on est là encore demain. Donc voilà, elle est née en 67 à Taipei, enfin en Taïwan. À l'âge de 14 ans. Elle est née à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 En ans. fait, c'est chose maintenant. Écoute bien ce que j'ai dit. Ouais, bah, Je croyais que tu devais parler que de sa filmose, parce que si en plus tu commences. Non, mais je voudrais expliquer ce Comment elle est que née pas mal de gens connaissent, c'est l'histoire de Fantôme Elle est née chinois. en Évidemment, 1914, d'accord. elle est née. Elle est née en 67, voilà. Et donc à l'âge de 14 ans, son père étant basketteur, elle l'inscrit bien sûr, il l'inscrit avec toute la famille au basket. Un an plus tard, elle est repérée, elle fait une pub pour une paire de baskets. Elle est repérée par par Mona Fong, qui est de la Shaw Brothers, qui la remarque et qui l'a fait venir à Hong Kong. Et le film qui va vraiment démarrer un peu sa carrière, c'est Working Class de Tsuark, que vous connaissez tous, qui avait réalisé 2 ans plus tôt Zoo Warrior of the Magic Mountain. Voilà. Ensuite, c'est la grande année pour elle, puisque c'est quand même 1987 avec Histoire de fantôme chinois, que vous connaissez plus ou moins tous Les trois ici. même. Hein, Les trois même. 87 le premier, 3 ans plus tard le deuxième, et donc 6 ans après le premier, le troisième. Alors je voulais raconter quand même quelques anecdotes sur l'histoire de fantôme chinois, qui est quand même un film assez important pour nous occidentaux, puisque bon, il y a déjà eu Zoo, qui avait déjà poussé pas mal de gens à adorer ce cinéma. Au Festival du Rex, on l'avait découvert. Et Histoire de fantôme chinois, on avait découvert dans une salle qui passait que des films asiatiques, qui a disparu quelques temps après, qui nous avait permis de le visionner. Bon, ceux qui avaient la chance d'aller c'était à Voyage, je crois qu'il était passé. Ouais. Et qui avait déjà sonné l'alerte sur la qualité du film. Voilà, alors ce qui est assez intéressant sur ce film-là, c'est que ça a permis d'avoir une association avec Wong Soo-sin et Leslie Cheung, avec cette fameuse histoire d'un personnage, je dirais, humain avec un fantôme. Et bon, il y a pas mal de choses très intéressantes dans le film, je ne vais pas vous raconter tout ça. Simplement vous dire que pour les Oscars de Hong Kong, elle a été nominée mais pas élue. Mais par contre, Histoire de fantôme chinois a eu trois, je dirais, plus que des nominations, mais des récompenses. Donc la direction artistique, la meilleure chanson et puis le meilleur album. Ce qui est assez intéressant, James Wong avait réalisé avec Romeo Diaz l'album. Ça va, ça vient que Et maintenant, ce qui est ça assez va. intéressant, et ça va faire rire Daniel de toute façon, c'est que le rap Arrête la muse. de Wooma dans le film aurait été créé dans un avion venant à Nice avec les compositeurs et Tsuark en fumant un pétard. N'est-ce pas, Daniel? Le Hein, film Daniel, est écoute un relativement petit peu. allumé, c'est clair. Voilà. Donc voilà, on continue. 89, God of Gamblers, film avec Chow Yun-fat. Ensuite, en 92, vous avez Swordsman 3 de Ching Sun-tung. J'avais oublié de dire quand même que le Histoire fantôme chinois était de Ching Sun-tung, en collaboration avec Tsuark sur certaines scènes, puisque de toute façon, dans tous les films produits par Tsuark, il est omniprésent. Ouais. Il faut continuer ou... Oui, vas-y. D'accord. Et donc, Ouais, vas-y, donc Swordsman 3, ensuite la grande année pour elle en 93 avec 10 films. Donc Great Snake de Tsuark encore. 10 films 10 films en 93. Donc Tsuark, Great Snake, le Nicky Larson avec Jackie Chan, où elle avait fait cette actrice principale qui était tirée du manga. Ensuite, nous avons d'autres bons films d'elle, dont C'est pourquoi le
Parce que tellement j'ai du mal à gérer la filmo parce qu'il y a tellement de films que. Avec copie. Voilà, on va vous couper, hein, tranquille. Pique-lui sa liste. Ouais, tu peux me la piquer, de toute façon, c'est pas Moi, je vais te dire, qu'est-ce qu'il y a Non, de mais bien c'est- là-dedans. Par contre, Il y a plein de choses bien. Typé aussi, hein, pour Patrick, ceux qui s'intéressent au- Pensez à ramener le pain. raconte-nous le jour où tu Voilà, vas- alors il y avait un autre film, c'est vrai, il y avait un film de King Wu en 93 quand même, comme réalisateur de Touch of Zen et The Raining in the Mountain quand même, qui n'est pas de l'Hirondelle rien. d'or aussi. Comment D'Hirondelle d'or aussi. Ouais, aussi, absolument, qui était son premier. Se passe ensuite pas mal d'années où elle décide en fait en 97 d'arrêter sa carrière et de sortir son mini CD. Elle a été chanteuse aussi. Voilà, elle était chanteuse. Et donc elle revient en 2004 pour Shanghai Story, qui est un film dramatique dont elle appréciait énormément la qualité du film et voudrait faire d'autres films. Et elle a signé un contrat, mais le problème c'est que cette année-là, Leslie Cheung se suicide. Et donc elle décide de tout arrêter. Voilà. Tu l'as rencontré, l'actrice? Ouais, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de la rencontrer avec Julien Carbon à Hong Kong. Très belle femme, évidemment, comme dans les films. Absolument sublime. Attends, c'est Hein, la plus une belle sublime du femme. monde. Donc voilà, on a eu une interview parce que mon ami Julien avait dit à Terence Chang, qui était le producteur des films de John Woo, que je voulais absolument avoir l'interview. C'était l'interview la plus importante de ma vie, etc. etc. Il faudrait lui faire un porno. Et Que tu étais prêt à payer. non, j'ai rien payé. Donc Elle a été publiée où l'interview d'ailleurs dans l'écran, je crois, Dans l'écran de l'époque. Ouais. L'écran, tu connais ça toi Tu connais Non, pas du tout. C'est quoi Quoi il s'agit? Et puis voilà, donc elle décide de tout arrêter et puis elle vit, il semblerait, à Vancouver, au Canada. Je pense que j'ai essayé de faire court. Ouais, c'était très bien. Voilà, Tu merci sais à vous qui a tous. eu l'idée de la fameuse chanson de Payez pas le mi dans Chinese? Ben, c'est James Wong, Ouais, c'est c'est lui, c'est lui. Hein. Parce que lui, il était assez allumé. Ah, Et il est mort aussi, c'est quelque chose. malheureusement, Bah c'est en ouais, 2004 aussi, c'est vrai. cette fois-ci dans un hôpital, je sais pas de quelle maladie. Mm. Donc une Ils en fâcheuse parlent année. dans les bonus d'un des films de tueurs, je crois, je sais plus. Voilà. Mais c'est vrai que si on doit retenir un film, enfin moi je connais pas très bien sa carrière, mais Chinese Ghost Story, c'est vraiment, enfin c'est la perfection totale. On parle de la musique, de la mise en scène, des acteurs, l'alchimie entre Leslie Cheung et Joey Wong. Enfin c'est juste ce film, il est béni des dieux. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Puis c'est- Pardon. Qui réalise Ching Siotung. Et c'est En fait, produit par il fait partie de l'équipe de Tsuar qui était habitué à faire les scènes d'action en fait, de dans le film. chorégraphie, ça. Puis d'action. c'est quand même un peu le début, histoire de stop chinois, du cinéma hongkongais en France en fait. Oui, Parce ça, qu'on en avait France, parlé c'est beaucoup de ouvert. Zhu avant, mais peu de gens l'avaient vu, alors que l'histoire de stop chinois étant sortie en salle. Ouais. Moi je me souviens que c'est le film qui m'a fait réellement découvrir le cinéma hongkongais Complètement. ici. Ouais. On avait été dans le 13e le voir, nous. Ouais, on a été voir dans le le troisième, au festival de Paris en plus. Oui, il y en a on eu avait aussi quelques-uns. L'Enfer des armes, Ouais. Butterfly Murders, enfin des films de Et c'est là que les Français se sont intéressés à Yes. distribuer les films en France. Et il y a un certain nombre de films je ne sais pas si Roboforce Roboforce. est sorti, mais Sorti en toutes les vidéo, productions, on a En eu vidéo, Better ouais. Tomorrow 1 et 2 qui étaient sortis, on a eu Enfin, Hard Boy, les tous trois les films de aussi. John Après, Woo, les John Woo, The évidemment. Killer qui est Tous les arrivé. films de Enfin, ça a John été Woo, vraiment bien sûr. effectivement la tête de pont de l'invasion hongkongaise. Gunman. Gunman sorti en France aussi. ouais. Gunman aussi était sorti Vidéo, en salle. en salle aussi. Hein. Oui, en cassette aussi. Tout ce que regrette trouve Daniel, ici qui aussi lui n'aime pas ce On On trouve cinéma. un VHS ici. On en a un tiroir. Hein Bruno, on le trouve ici en VHS C'est Gunman. possible. Ouais. Et on C'est a eu grâce la. à HK Vidéo qui a aussi. Ouais, bien On a eu sûr. la oui, belle carrément, revue hein. HK. Ah bah oui, Bien la sûr. belle collection Il y a eu HK la- vidéo. Ça a lancé toute une mode en fait en France. Quoi. Hein Mm. J'ai dit que tu n'aimais pas ces films-là. Il y a eu la collection HK et la revue, Bien qui sûr. était très très luxueuse, elle était chère, avec une cassette dedans. Et c'est vrai que ça a permis de suivre l'actualité mois par mois. Mois après mois. Ah, Christophe Gans, absolument. C'est une revue, moi j'ai tout gardé, elles sont absolument Il y a eu splendides. 9 numéros ou 10. Non, Une plus, dizaine de plus. numéros, je crois. Ouais, c'est ça. Un petit peu plus. Combien Une petite dizaine, je crois. Et Voilà, c'est ce qui dominait un peu le cinéma, je dirais, asiatique en Qui a France. influencé par la suite pas mal de. Bien sûr, et puis bon, maintenant le cinéma asiatique que tout le monde regarde, c'est le cinéma coréen, évidemment. Et On il y va a pas eu- parler de tous les films coréens. Un peu le relais, ouais. Et il y a eu la transhumance de ces Hongkongais qui sont partis travailler aussi aux États-Unis. Oui. Donc on a eu Tsuyark, on a eu Ringo John Lam, Woo, Ringo Ringo Lam, etc. Donc il y a Léon ça, c'est quand même Carway, très- etc. Mais tout, en fait, c'était
l'avant 97 où les Chinois avaient peur de repasser sous gouvernement chinois, en fait, les Hongkongais. Et donc c'est vrai qu'il y avait une sorte de frénésie, il fallait faire plein de choses très très vite. On ne savait pas ce qui allait se passer en 97. Et après, bon, il y en a qui sont restés, ça s'est pas trop mal passé apparemment, et puis ceux qui sont partis. Mais cette période d'avant 97, elle est bénie du cinéma hongkongais. Hein, vraiment. Et Tueur qui a largement participé, c'est clair. Complètement. Ah oui, pour moi, c'est le grand leader de tout ça. C'est un grand bonhomme, quoi. Qui fait toujours plein de films, qui continue, Il continue, qui est un des rares où ces Il films est- sortent encore en France. En 3D. Et en 3D pour certains, Le seul mais problème, sans transition. De Tueur, c'est un despote et sur certains films, Oui, bah ça, on c'est sait clair, qu'il ouais. il a fini les films, hein. Comme le film avec Kingu, hein, Swordsman. Ah oui. Et il était trop lent sur le film, et donc c'est lui carrément qui l'a remplacé. Ça ressemble plus à du Alors que Tueur c'était qu'à son du maître. Kingu, Hein. c'est- Voilà sur Chinese Ghost Story et puis surtout Joey Wong. Très bien. Hop, je reprends le micro, bravo. Merci. Belle intervention. Merci. Alors, Juste ben, un truc oui. pour ceux qui ne connaissent pas, Histoire de fantôme On va étrangler la vie. On pourra passer. c'est HK, je crois, qui a sorti un coffret en satin rouge avec les 3 films qui est absolument Introuvable. Ouais. magnifique. Introuvable maintenant. Bah, moi je l'ai, Ouais, largement moi les aussi, autres. ouais. hein. Moi Mais aussi. si tu Mais cherches- arrêtez de m'avoir, enfin. Il n'est pas introuvable, tout le monde l'a. Alors maintenant, on va voir un petit reportage sur l'ouverture de Metaluna Store. Ah, C'était il y a quelques jours, on était sur place et on a filmé ce cet événement mondial Bruno, orchestré par monsieur Bruno Terrier. Galactique, tu veux dire. Avec mes macarons. Avec les Ah bah, macarons. qu'est-ce que des macarons, Qui étaient oui. Les macarons Ah, puis dessinés alors, par Jean-Pierre finement, Luther, mais oui. conçus, Finement Et exécuté. Je m'en aromé. souviens encore, c'était vraiment un délice. ouais, non, vraiment. Voilà, on va voir ça tout de suite. Très satisfait que Metaluna ait pu réouvrir et de retrouver Bruno aux manettes. On lui souhaite bonne chance, beaucoup de succès et je pense que ça va marcher parce que la clientèle est là, les passionnés sont là et moi le premier. Donc je dis bonne chance à Bruno et heureux d'être là aujourd'hui. Hâte à la dédicace cet après-midi. C'est une excellente nouvelle. C'est une dernière boutique de vidéos physiques qui reste sur Paris. Donc, c'est un choix, c'est un accueil. C'est surtout des réponses à des questions. Enfin, c'est une vraie boutique. Il n'y en a pratiquement plus ici. Donc, que Metaluna rouvre, c'est une excellente nouvelle.
Moi, je suis très content que ce soit la réouverture de Metaluna aujourd'hui parce que j'achetais déjà mes VHS il y a quelques années chez Movies 2000, puis après je suis venu acheter mes DVD ici. Donc là maintenant, vu que c'est la réouverture, je vais peut-être passer au Blu-ray ici. Et c'est en tout cas une bonne nouvelle pour Bruno, pour Jean-Pierre. L'histoire continue. Puis quand on voit tous les visages connus aujourd'hui, on se dit que c'est une bonne nouvelle pour pas mal de monde. J'ai entendu quelqu'un qui venait de Marseille, donc ça c'est une belle nouvelle aussi, ça vient d'un petit peu partout. Donc voilà, d'une certaine façon c'est un nouveau départ, mais c'est une aventure qui continue. Et ça fait vraiment plaisir pour eux d'être là aujourd'hui et de fêter ça avec eux. Alors, maintenant, un film que vous avez vu récemment, Christian. Oui, alors moi j'ai vu Paris Can Wait. C'est en fait le premier film de fiction réalisé par Eleanor Coppola, j'aime bien rester dans le thème, qu'elle a réalisé en 2016 en France. Et en fait, mon titre de tournage, Bonjour Anne. Et le film n'est pas sorti en France, il est sorti dans quelques pays en DVD, en Blu-ray. Et nous, on l'a sur Netflix, en fait. Donc il est tout à fait accessible, avec une copie splendide. Alors l'histoire, c'est un peu la vie d'Eleanor Coppola, c'est-à-dire ce qu'elle faisait pendant que son mari tournait. Donc là, en fait, c'est un road movie. Elle va remonter. Il y a un ami de Coppola, enfin de son mari, donc qui n'est pas Coppola, qui est joué par Alec Baldwin. Donc le personnage principal est joué par Diane Lane. Et on lui propose de revenir à Paris en voiture en partant de Cannes. Donc ça va être un road movie. Et l'ami de son mari est en fait un peu entreprenant, un petit peu très serviable, on va dire. Et il va lui faire découvrir la France à travers la cuisine surtout, et puis les splendides paysages. Donc ça tombe jamais dans la carte postale, mais c'est vraiment magnifiquement filmé. Bon, Eleanor Coppola, elle suit son mari depuis 62, puisqu'elle l'a rencontré sur le tournage de Dementia 13. Donc voilà, elle a toujours vu les tournages. Elle a fait beaucoup de making-of. Elle a fait les making-of notamment d'Apocalypse Now, Au cœur des ténèbres. Au cœur des ténèbres, qui est un des plus beaux making-of jamais fait. Elle a fait les making-of aussi de ses enfants, des films de ses enfants. Donc là, c'est son premier film de fiction. Et c'est assez touchant parce que quand on connaît le personnage, c'est vraiment un peu autobiographique. Alors joué par Diane Lane, qui est d'une beauté, je veux dire même aujourd'hui à son âge, elle a un charme, une beauté absolument phénoménale. Et le film, c'est vraiment un hymne à la culture française, à la nourriture, au vin. C'est vraiment, quand on voit ce film, je pense que les Américains n'ont qu'une envie, c'est d'aller découvrir la France. Donc voilà, très très beau film à voir sur Netflix. Et alors le petit truc que j'aime bien, c'est qu'il y a un caméo de Aurore Clément. Et Aurore Clément, en fait, elle était dans la scène de la plantation française dans Apocalypse Now, qui avait été coupée au montage. C'est pas la meilleure scène. Qu'il a remis dans le Redux. Mais bon, effectivement, on comprend pourquoi il l'avait coupé. Mais c'est amusant parce que on voit la fidélité des Coppola avec leurs amis. Et de voir la petite Aurore Clément dedans, ça fait plaisir. Il chante aussi. Alors, pas dans le film. Voilà. Donc, Paris Can Wait. Moi j'ai vu Star Wars 8, c'est mieux que le 7. Bon, moi je vais faire plus long que Louis, mais plus court que Christian. Je vais parler de deux choses, d'une série sur Amazon qui s'appelle Jean-Claude Van Johnson, que Sabrina Guntini m'a fait découvrir via Facebook, et je l'en remercie infiniment. Ouais, moi aussi je l'ai remercié déjà. Il y a longtemps. C'est une série, comme son nom l'indique, avec Jean-Claude Van Damme, qui montre qu'il peut prendre énormément de recul par rapport à lui-même. Beaucoup d'autodérision. Oui, absolument. C'est une série en 6 épisodes de 30 minutes, donc très courte, qui malheureusement ne sera pas renouvelée, et dans laquelle Jean-Claude Van Damme joue le rôle de Jean-Claude Van Johnson et de Jean-Claude Van Damme. Donc il est Jean-Claude Van Damme, acteur, qui était un acteur à succès, et qui se servait en fait de son rôle, de ses rôles de comédien quand il allait tourner dans des films étrangers, pour intervenir en tant qu'agent secret. Donc Jean-Claude Van Johnson sur des missions à risque. Voilà, il y a énormément d'autodérision, c'est très drôle et c'est excellent, donc je vous invite à le voir. Et deuxième point,
Je voulais vous ouais, parler c'est de- première, le deuxième point. Jean-Claude Van Damme qui n'est pas dans Apocalypse C'est Now. pas dans le Ah, point. c'est une nouvelle revue qui s'appelle Première. Putain. Je voulais vous parler donc Oh, d'une nouvelle revue Première. qui s'appelle Première Classics, donc qui est bien évidemment Oh, putain. édité par l'écurie de Première. C'est un trimestriel, mais qui est absolument excellent. C'est absolument excellent. C'est un livre en fait, et dans chaque numéro il y a une dizaine de pages sur un film, sur avait sur du un cours, comédien. cours. Qui se peuvent être, donc ça peut être des Mon choses petit qui sont lapin, on avait reprises du cours, de rappelle-toi. Première, des nouveaux articles par exemple par notre ami David Facrikian qu'on avait eu à Boulevard du Cinéma. Arménien. Voilà, donc il y a une interview dans le numéro 2, il y a une interview de On avait Spielberg dit- par Jean-Pierre Lavoignat qui avait été faite à l'époque de La Couleur Pourpre. Il y a un article j'ai sur mis le micro, Nikita c'est de vieux, tout ça. de Besson, mais tous les articles sont passionnants. Il y a un Merci, article Daniel, sur- merci. Daniel a eu gratos ou pas Voilà. La troisième de coupe, c'est passionnant. Merci Daniel. Merci Donc, Daniel. je vous le recommande, jetez un œil, ça vaut 15 €, mais ça vaut le coup. Est-ce qu'il y a Merci, Jean-Claude au Van Damme revoir. dedans Merci. Il peut y avoir Jean-Claude Van Damme. Alors moi je dirais que je n'ai pas encore vu Star Wars 8 parce que j'ai trouvé que Star Wars 7 Que Star était Wars beaucoup trop 5. jeu vidéo. Alors les vaisseaux ils rentrent par les chiottes, ils passent par mon truc. J'ai un écran de 2 mètres sur 3, magnifique, un son terrifique, mais je m'embête parce que ça fait trop jeu vidéo et je m'attache plus au caractère des personnages. Voilà, ça fait un peu passéiste, mais allez, je passe à la suite. Ben moi, ça va être encore pire, puisque comme d'habitude, le dernier film que j'ai vu, il est moyennement récent, c'est Danger diabolique de Mario Bava. Ah oui, Ah c'est ouais, bien ça. Ah ouais, 65. Ouais, ça, 68. 68. Ouais. ça fait depuis 68, tu Voilà. n'as rien vu, c'est ça Non, mais je l'ai On va peut-être encore parler de vu la et revu. réouverture de la boutique Hein de Metal Luna Store, Voilà. non Mais non, On parle alors, plutôt de on est Marie-Isabelle. supposé, Pareil. ouais, mais ça, je peux t'en parler, enfin, j'ai jamais Marie-Isabelle, rencontré, le hein. danger diabolique. Et voilà, et donc je l'ai revu, mais oui, j'adore le film et j'adore les Comme tout le fumetti monde, et Ouais. j'adore tout ce qui est italien. Surtout quand ils sont sur le lit avec les deux là. Voilà. Ah, Et ça, c'est la quand vache. même, bah oui, hein, t'as vu, tu t'en souviens. Hein. S'il fait une chaleur aujourd'hui. Ah, s'il fait chaud, putain. Ça rapporte la presse, Coco. C'est des billets de 1000. Et voilà, il est repassé, enfin j'avais déjà vu il est une fois de diverses manières, mais là il est De repassé. manière oui. illégale, peut-être. Illégal, jamais, dis donc. Je crois pas. C'était une soirée cinémathèque pour John Filippo, Ah, excellent. l'acteur, qui joue Diabolique donc, où il passait ça et Docteur Justice en 35 mm. Et c'était encore génial de le revoir. Mais voilà. Il Après, était là hein, Il était là il était mort Non, aussi. non, parce qu'il était mort. C'est contagieux. Ils sont réellement tous morts, je crois. Ah, tant mieux. Oui, ils sont tous morts. Et... Et pourquoi comment ça tombe Non, Non, il est encore vivant. c'est pour dire quelque Hein chose. Oui, c'est vrai. Encore Oui, vivant. oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Bon, t'as fini, je crois. Non, attends, non. Oui, Et donc, c'est un film de Mario Bava, qui est le plus grand réalisateur du monde pour moi. C'est pour ça que je voulais le placer. Mort Il est mort en 81, 80, 80, mais le 1, c'était pour, c'était comme le E pour toi. la même année que. Bah, que Hitchcock et Terence Fisher, D'accord. forcément. Terence Et donc- Fisher est mort. Et tout ça pour dire, et ouais, c'est terrible. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, sinon ça aurait été, on aurait été pollué. Par contre. Intervalle, il y avait l'intervalle. Un jour d'intervalle, ils sont morts. Oui, je sais ça. D'accord. Mais tu l'as déjà dit, donc. Et donc, Les frères Zelig. c'était pour conclure sur. Ah oui, que Danger voilà. diabolique. Sur la Danger musique diabolique Il de conclut Ennio la Morricone. fin, c'est conclu. Oui. En fait, ce film est bon après. Conclure les- Des tas de gens l'ont vu d'une manière ou d'une autre, mais beaucoup n'ont pas vu et ne peuvent pas le revoir parce que les droits sont bloqués et c'est très compliqué pour revoir le film et l'éditer d'une manière ou d'une autre. En Même revanche, s'il en passe. VHS, Attends, mais laisse-moi finir. Et. Quoi, t'as la VHS dans ce que t'as amené? Ah ouais, elle Parce est que là, la t'avais VHS, elle est ici. Le Attention. placement Top produit. partez, il en reste qu'une. Et donc, oui, et il passe sur Paramount Channel de temps en temps. Et le même problème pour la musique de Morricone, où Morricone, énormément de choses sont éditées, rééditées dans de bonnes conditions, mais pas la musique de ce film non plus, qui est absolument magnifique et qui fait énormément. À chaque fois que je revois le film, qui est un film très pop, très 60s, très léger aussi, hein, c'est une comédie quand même, la musique de Morricone, il fait énormément. Et ni le film, ni la musique ne sont accessibles
de manière aisée, c'est comme ça qu'on dit, hein, aisée, Oui, c'est oui. possible. Voilà. Et voilà, et bien salut. Ouais. Voilà, je voulais juste vous parler un tout petit peu des Heures Sombres, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, avec un Gary Oldman extraordinaire. Bon, tout le monde connaît le sujet, c'est les premières heures de Churchill au gouvernement en 39. Et c'est assez incroyable de voir un Gary Oldman jouant déjà un rôle de gentil, puisque c'était plutôt un spécialiste des rôles de méchants garçons. Surtout dans Dracula, oui. Ouais, dans Dracula en particulier et bien d'autres. Et il est vraiment méconnaissable, c'est le grand favori pour les Oscars. Il a déjà gagné le Golden Globe. Et allez voir le film, il est vraiment remarquable. Voilà. Damien. Bien ça. Ouais, pareil, Damien. Alors moi, les derniers films que j'ai vus, je reste dans les B-movies. Hein. En ce moment, j'ai la tête dedans hein, à cause pour les Il n'y livres. a pas que ça dans la vie. tu sais. Oui, mais on verra après. Pour l'instant, là, hop. Et donc, le dernier que j'ai vu, c'est Uncle Biters, une production York. Alors, York, c'est le même catalogue pour Scarecrow d'Emmanuel Itier, ou les Rollerblade 7 de Donald Jackson. Et donc, il y a Uncle Biters, qui veut dire les mordeurs de chevilles. Et en fait, c'est un film avec des nains vampires, lookés gangster chicanos de LA qui chiquent les mollets, quoi. D'accord. C'est un film de potes, hein, c'est tourné avec vraiment $3. L'acteur principal qui essaye de ressembler à une sorte de Blade blanc, n'a aucun charisme, Mais de rien. petite taille. Non, lui, c'est le taille normale. Ah, et en fait, c'est le héros, et une voix off nous annonce au début du film, on n'en saura jamais plus, qu'en gros, notre monde est actuellement gangréné par un virus qui transforme les gens en gens de petite taille avec 2 canines. Voilà. Et donc, il va passer le film à essayer de traquer ces espèces enfin, c'est pas des espèces, c'est des nains vampires qui t'attaquent les mollets, clairement, avec leur bandana sur le crâne. Et c'est vraiment pas terrible, mais c'est très très drôle. Très bien. À propos de gens de petite taille, on peut quand même Regretter regretter l'absence. C'est beau, là, Damien, c'est beau. Regretter l'absence de notre ami Renaud Burgin, qui adore les nains. On pourrait si on était Bien, faux voilà. cul, mais on l'est pas, donc Voilà, on a rien donc, à foutre en sur fait, la Renaud. on s'en fout. Voilà, c'est dit. Bon, bah, on va se laisser. Merci à Jean-Pierre. Ouais, vous en êtes un autre. Merci, Oui, vous en êtes un autre. Et merci à Renaud surtout de ne pas être là. Voilà. Ça sera le mot de la fin. C'est là, la On a passé Merci à Metaluna aussi. On a passé une excellente après-midi, mais c'était pas celle-ci. Oui. Merci, au revoir. À la prochaine. Allez. C'est du pont.